Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à l'émission Porte-Parole. Aujourd'hui, on reçoit un ami, un gars qu'on connaît depuis plusieurs années. Et je le nomme tout de suite, mais habituellement, je fais mon intro, puis après ça, je nomme mon invité. C'est Pierre Bruno. Salut, Pierre. Salut. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Juste que tu comprennes que le concept de l'émission, c'est on veut toucher, on veut inspirer, on veut partager la démarche personnelle et intime de notre invité, faire découvrir le sens de sa vie et aussi du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Le grand Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie. Puis à la vie de tout le monde autour de nous. Exactement, à chaque jour et à chaque heure. Hey, c'est-tu beau, ça? C'est vrai, c'est une belle façon de voir la vie, puis de surtout comprendre un peu ce qu'on a à faire ici. On se demande toujours, qu'est-ce que j'ai à apporter à la société? Kennedy avait dit, ne te demande pas ce que l'Amérique peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour l'Amérique et ton pays. Mais c'est un peu ça dans notre vie aussi, au quotidien. On se dit toujours... On a tous notre lot, on a tous nos épreuves, on a tous quelque chose qui va de travers dans notre vie, puis on peut s'écraser puis se dire « Ah, mon Dieu, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive? » Mais je te raconterai plein de choses là-dessus. Ben, on a une belle heure à passer ensemble, Pierre. Ben oui. Mais justement, toi, qu'est-ce que tu as à apporter à la vie? Est-ce que tu l'as su tôt? Je l'ai pas su tôt. Au contraire, je pense que j'ai été dans ma vie tellement gâté. Je suis le 10e de 10. Donc, chez nous, on était 9 garçons, une fille. La fille qui ouvrait le bal, puis 9 garçons qui ont suivi. Moi, je suis venu au monde à l'époque où on demandait aux parents combien vous avez d'enfants. Puis je sais qu'aujourd'hui, c'est combien on demande aux enfants combien vous avez de parents. Ça a changé de bord. Mais à cette époque-là, j'étais tellement choyé. Moi, comme dernier de famille, 6 ans de différence entre l'avant-dernier et moi, gâté, archi-gâté. Ouais. La vie m'a comblé. Puis même quand j'ai commencé dans ma profession, à 20 ans, j'étais en pleine recherche un peu de ma vie. J'étudiais en psychologie, mais je travaillais à la radio, puis la radio m'a appelé, puis je me suis emmené à Montréal, puis la télé m'a appelé, puis j'ai commencé une carrière là qui a duré des années. Donc, j'ai toujours été gâté professionnellement. J'ai pas eu à chercher, j'ai travaillé fort, mais j'ai pas eu à faire de compromis pour essayer d'avoir un job et quoi que ce soit. Non, ça a été le tapis. Toujours pour moi, le tapis qui est déroulé, puis je n'avais qu'à y aller. Sauf que dans ma vie personnelle, avec un enfant qui arrive malade, un cancer, tout jeune, tu as 23 ans, tu essaies de te situer dans ta job, dans ta vie de couple, tu commences, puis là, tu as un enfant qui est atteint de cancer, tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais. Et j'ai eu comme une claque derrière la tête de ma mère, ma mère avec 9 garçons autour de la table. Peux-tu imaginer les discussions qu'il y avait le midi puis le soir au souper? Tu sais, pourquoi lui, puis moi j'ai toujours ça, puis lui, Puis ma mère disait toujours, elle frappait sur la table, elle disait « Hey, les petits gars, là, je veux pas entendre ça ici. Pourquoi? » On dit pas ça, pourquoi? On dit comment? Comment toi tu vas réussir? Comment tu vas réussir à passer à travers? Comment tu vas refaire ton lien avec ton ami? Comment? C'était toujours comment. Et puis là, quand mon fils, j'ai appris qu'il avait le cancer, c'était pourquoi? Pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi moi je commence dans ma vie? Puis pourquoi j'aurais tellement le goût de me consacrer à ma carrière? Mais pourquoi? Comment? D'abord, Charles va s'en tirer. Comment vous allez vous en tirer comme couple? Comment les petits frères, petites sœurs vont s'en tirer? Comment, dans la vie, tu vas pouvoir concilier tout ça? Ça a été une grande leçon. C'est pour ça que j'ai comme l'impression que j'ai pas tardé trop longtemps à m'apitoyer sur mon sort, mais à chercher cette solution-là pour le plus grand, plus grand équilibre de vie. Ouais. Parce qu'à un moment, tu déroutes, et puis j'ai vu tellement de familles se disloquer là. J'ai vu tellement de parents qui ont abandonné même leurs rêves personnels. Puis le rêve on éteint les rêves de nos enfants aussi, de nos autres enfants. Tu sais, quand ça t'arrive dans la vie, tu es tout jeune. Écoute, j'avais 23 ans. Tu apprends que ton fils a le cancer. Ça a duré 10 ans. Tu sais, j'avais
33 ans quand il est décédé. Tu sais, le moment où tu peux commencer à planifier. Est-ce que tu as le goût d'éteindre les rêves des autres? Alors que mon fils a vécu sur un rêve de guérir toute sa vie. Alors lui, il était aïe à chaque fois. Tu sais, il disait toujours, quand je vais être grand, je vais être guéri, puis je vais passer à travers ça. Puis comment tu peux essayer de concrétiser ce rêve-là? Parce que c'est plus pour lui que tu le fais. Et si tu le fais pour les autres enfants, mais tu le fais aussi pour les propres tiens, puis tu le fais pour toi. Parce qu'à quelque part, tu as une grande blessure comme ça, puis tu veux qu'elle se referme. Tu veux pas oublier, mais tu veux que ça soit tout à coup en douceur que ça se passe, qu'il y ait quelque chose qui se passe en douceur. Et puis, moi, j'ai retenu de Charles, c'est ça que j'ai retenu, cette résilience, c'était même pas un mot de notre vocabulaire. Il n'y a pas si longtemps encore, résilience. Écoute, c'est Cyrulnik qui nous a ramené ça, la résilience tout à coup dans le début des années 2000, 2010. Là, on a commencé à parler de résilience pour tout le monde. Mais c'est tellement un beau mot, c'est tellement ce qu'on vivait sans être capable de l'identifier comme tel. C'était comme couple, comment on s'est resserré, comment on a dit ensemble, comment on peut rendre ça positif. Puis il n'y avait rien de positif là-dedans, là, tu sais, quand tu dis... À ce moment-là, il n'y a rien de positif là-dedans parce que, tu nommais tantôt Cyrulnik avec résilience, puis moi, j'ai parlé tantôt de Viktor Frankl. C'est quand même lui qui avait dit qu'on pouvait survivre à toutes les souffrances pourvu que tu y trouves un sens. Le sens, là, entre 23 et 33 ans, tu le trouves pas, mais pas du tout. Là. T'es dans la survie avec ton fils, avec ta conjointe, avec la famille. Puis à travers ça, tu continues de travailler. Tout à fait. Alors, mais en même temps, on vit pas le deuil, tout le monde, de la même façon. Non. On progresse à travers... je dis toujours, c'est un grand sentier miné. Parfois, ça te saute en pleine face à toi, puis parfois, tu vois l'autre sauter. Et puis, tu dis comment on se rend de l'autre côté de la rive, puis comment ensemble, on va pouvoir éviter que ça nous saute trop, puis que tous les deux, on soit tout à coup expulsés. Mais c'est pas comme ça que je le voyais, puis je me disais, on va être capable de réussir. Puis j'ai appris à travers ce rêve-là de guérison, à travers son rêve à lui, puis à travers son sourire, puis à travers... Puis c'est ces images-là que j'ai voulu garder. J'ai pas voulu garder, puis ni Ginette, on n'a jamais voulu garder ces images de souffrance, ces images où c'est pas drôle, une portion lombaire, puis c'est pas drôle quand t'as une rechute, puis c'est pas drôle quand t'as... Mais c'est pas ces images-là qu'on a de nous, de lui, puis de la maladie comme telle. Et puis quand je la regarde, cette maladie-là, en 2025, aujourd'hui, il y a tellement de belles progressions. On en sauve plus, Charles. 30% d'une guérison, on est rendu à 80-85%. Dans les cas de leucémie, même celle dont il souffrait, 88% de chances de guérison. Mais il y a des séquelles, puis il y a des parcours qui sont plus difficiles que d'autres. Puis je me dis, par contre, le chemin parcouru en valait la peine. Puis valait la peine, tu sais. On aurait pu arrêter, nous, après le décès de Charles, puis se mettre les deux pieds sur la bavette du poêle, puis dire, laissez-nous avec notre petit mal. Et puis, mais non. C'est de voir les choses évoluer. Puis ce qui est encourageant, c'est de voir la guérison maintenant. Tu sais, c'est de voir comment tout ça passe, comment tout ça évolue. Et puis... on a l'impression d'avoir déposé notre pierre, nous aussi, notre petit caillou dans cette grande course-là. Tu sais, je disais toujours à Charles, on est engagé dans une course à relais. On ne te demande pas de gagner la course. On te demande de courir, c'est toi qui as le bâton. Là. On court ensemble. On va être à côté de toi, puis on court. Et en bout de ligne... celle ou celui qui va franchir la ligne d'arrivée à la fin, c'est pas lui qu'on va dire « Hey, c'est toi le gagnant ». Non, c'est toute une équipe qui a fait selon ses capacités, son talent, son énergie. Et son apport est essentiel pour qu'on puisse gagner cette course à relais-là. Tu sais, pour moi, c'est tellement ça l'image que j'ai toujours voulu garder. Et puis je disais toujours aussi à Charles, parce que Charles aimait beaucoup la peinture, les tableaux, puis tout ça aussi. Puis on regardait souvent les tableaux. Je disais à Charles, on regardait un tableau, puis je voyais, tu sais, je dis, « Hey, peux-tu imaginer le peintre qui a fait ce tableau-là? » Il a peut-être eu 2-3 mauvais coups de pinceau. Je ne sais pas, nous, il l'a camouflé, puis il l'a fait. Puis qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Hein? On regarde l'œuvre dans son ensemble, puis on dit « Hey, c'est-tu assez beau? »
Puis le peintre, lui, qui le regarde, il dit « Ah, j'ai manqué mon coup là, 2, 3 fois. » Mais c'est ça une vie. Ouais. 2, 3 fois, tu tombes, mais tu regardes l'ensemble, puis tu te dis « Hey, ça, c'est pas pire. » Alors, c'est ça que... Moi, quand je vais partir, parce qu'on va tous y passer, qu'on le veuille ou pas, mais tu sais, je me dis... j'aimerais ça que les gens regardent le tableau de Pierre Bruno puis qu'ils disent, c'est pas si pire ce qu'il a fait. Hein? Même si moi, je vois tous mes travers puis tous mes mauvais coups. Ouais. Puis, tu sais, tu nous as partagé un moment d'émotion il y a quelques instants avec ton fils Charles. Et Charles est décédé en 88. Ouais. Ah, imagine, là, on parle de 30... Je suis pas très, très bon. 37 ans. 37 ans cette année. 37 ans en mars. Oui, exact. Exactement, ça fera 37 ans. 37 ans. Puis c'est spécial parce que moi, je t'ai entendu parler de Charles, de la Fondation, des innombrables belles levées de fonds que vous faites. Et là, c'est fou qu'à 37 ans, les émotions nous surprennent. Le deuil, il n'y a pas un début puis il n'y a pas une fin. Non. Et ça commence même le jour où tu apprends le diagnostic. Ouais. Où la personne n'est pas décédée, mais tu commences à faire un deuil, tu commences à voir ses capacités qui diminuent, ses limitations dans toutes sortes de choses. Ça, c'est un deuil. C'est un deuil pour lui, mais c'est un deuil pour nous aussi. Tous les rêves que tu mets en lui, tu les vois tomber. C'est les tiens, mais les siens aussi, il les voit tomber. Et jusqu'au jour où lui-même te dise, je pense que c'est là que ça s'arrête. Là, ouais. Mais en même temps, ça s'arrête peut-être pour lui là, mais si tu regardes la Fondation Charles Bruno, vous permettez à d'autres jeunes de rêver, de continuer de rêver, de guérir, d'avancer. Oui. Et ça, c'est fabuleux. Et c'est le fabuleux. plus beau des cadeaux qu'on puisse avoir. Parce que moi, j'en ai tellement vu des gens qui, pour une raison ou pour une autre, vivent des moments difficiles, vivent des moments extrêmement difficiles. Je disais tantôt qu'on ne vit pas tous le deuil de la même façon. Je rencontrais une famille récemment, puis c'est des gens que je connaissais parce que je les ai accompagnés il y a 10 ans dans le décès de leur petite Noah. Et Stéphane Tremblay, le papa, puis m'avait confié à ce moment-là, il dit, tu sais, quand j'étais arrivé, puis je voyais ce petit corps exposé, il m'avait dit, tu sais, moi, il dit, j'étais le capitaine de hockey de l'équipe de Charles. J'ai joué au hockey. J'ai même porté son cercueil. Il était parmi les porteurs. Ben voyons. Puis il dit, quand je suis rentré au salon, quand je suis rentré au centre de cancérologie Charles Bruno, que j'ai vu Charles Bruno, j'avais 2 deuils à vivre. Celui de mon enfance, d'avoir perdu un ami, et celui de ma fille. Sa petite est décédée. Et cet été, son 2e enfant est décédé aussi d'un autre cancer. Alors là, je les vois tous les deux, Mme Rabouin, sa conjointe et lui, puis ils sont démolis, complètement démolis. Ils en ont un 3e enfant, tu sais, puis qui, tu les accompagnes, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu peux faire de positif encore? Tu sais, moi, je dis, on a progressé, je suis content. Ce que je regarde, c'est parfois les succès. Tu me parles des succès de levée de fonds, tu me parles des succès de guérison, tu me parles de... Mais c'est ces cas-là là, qui sont pour nous aussi la continuité de ce que nous, on a vécu. Ceux-là, on ne peut pas les négliger. Au contraire, ils prennent une place importante. J'ai eu tellement d'exemples dans l'entourage de Charles. Tu sais, quand on a ouvert l'unité Charles Bruno à Québec, au Centre Mère-Enfant, très belle unité, c'est magnifique. Je pense que c'est une des très grandes fiertés. On arrive là. Écoute, le médecin qui se présente sur la scène, il dit, moi, je viens de Boucherville. Il dit, quand j'étais jeune, je jouais au hockey, puis le gardien de but dans l'autre équipe, c'était Charles Bruno. Ben voyons. Puis il dit, aujourd'hui, il est le gardien de mon équipe. Alors, tu sais, des histoires comme ça, je pourrais t'en raconter. On arrive à l'université à Rimouski, à un moment, je vais rencontrer des étudiants, puis il y a un prof, le recteur me dit « Ah, il y a un prof qui veut absolument vous voir, M. Bruno, absolument vous voir. » Mais là, il dit « C'est une sommité internationale en océanographie. C'est lui qui connaît le fleuve Saint-Laurent. » Puis là, il est avec une délégation chinoise, il va vous voir après. Fait que quand la délégation, le temps passe, il sort, je vois ce grand gaillard qui s'en vient vers moi, qui pleure, qui me dit, il n'y a pas une journée où je ne pense pas à Charles. C'était mon meilleur ami au collège, chez les Trinitaires à Saint-Bruno.
Alors, tu sais, toutes des choses comme ça, tu rencontres ça, tu te dis, là, tu essaies de te faire une tête et de dire, qu'est-ce que mon fils serait devenu, moi? S'il avait cet âge-là, est-ce qu'il serait comme lui, quelqu'un qui a réussi, ou il pourrait être, pour avoir échappé, tombé dans une craque à quelque part, puis pas avoir du tout la vie, tu sais, qu'il aurait souhaité ou que même on aurait envisagé pour lui. Alors, je me dis, il y a un destin dans la vie. Il y a un destin, il y a une route. On est sur la route. Tant et aussi longtemps qu'on est au volant, on conduit. Mais la route, on sait, hein, il y a des accros, il y a un accident qui peut arriver et se produire n'importe quand. Alors, c'est pas la fatalité, hein, c'est la sincérité de voir les choses telles qu'elles se présentent. Mais c'est incroyable de voir aussi toutes ces rencontres-là, des amis de Charles qui ont aujourd'hui des carrières, des âges, mettons. Aujourd'hui, ils auraient quel âge? Là? Ils ont quel âge, ces messieurs-là? Ben écoute, ils ont tous... Charles aurait 50 ans cette année. Alors, tu sais, tu peux-tu imaginer, il a vécu 12 ans. Oui. Alors, tu sais, c'est 4 fois, là. C'est 4 fois son âge, là, tu sais. Il y a 3 fois 12 ans de passé depuis qu'il est décédé. Mais ça te le ramène-tu quelque part vivant quand tu vois un bonhomme de 50 ans pleurer d'émotion, de joie et de te voir et dire « Hey, c'est le père de mon grand ami Charles. » Exact. Mais moi, je te dirais que pour moi, Charles, il aura toujours 12 ans. C'est le plus grand privilège qu'on peut avoir. Si on privilège, on peut encore avoir, même si on l'a perdu, c'est d'avoir toujours un enfant de 12 ans. Alors, pour moi, il y aura toujours 12 ans, c'est toujours le même sourire, c'est toujours... mais les enfants, en 2025, ont le même rêve que Charles de guérir. Ont la même attitude face à la maladie. Mais sauf qu'ils ont 100 fois plus de chances de guérison et d'espoir de survivre que Charles pouvait en avoir, ou même, s'il n'a jamais abandonné, il avait toujours cette épée de Damoclès qui était là. En effet, mais tu sais, quand tu regardes ce monsieur-là, ce médecin-là qui dit... à Québec, parce qu'il s'est rendu le gardien de ma gang. C'est l'ange gardien aussi de ma gang, mais en même temps, c'est là que tu réalises que, OK, vous me ramenez à un âge, à l'époque où Charles avait 12 ans. Toi, tu avais 12 ans, toi aussi, à ce moment-là. Mais 38 ans plus tard, tu en as 50. Puis tu le vois avec une réussite de carrière extraordinaire. Mais tous ces messieurs-là ou ces dames-là qui ont connu, il y en a même un qui a porté le cercueil. Même, je pourrais te raconter un autre cas, tu sais, parce qu'il y en avait un autre, des porteurs, Jean-François Jobin, qui venait, lui, porter ses devoirs, puis faire des devoirs avec lui à l'hôpital, à la toute fin, jusqu'à la toute fin. Et Jean-François était lui-même diagnostiqué. Ah, mais quand ils étaient allés pour la photo de groupe, là, parce que c'était en août, l'année d'avant, il est rentré au secondaire, puis il arrive à la maison, il dit « Papa, regarde la photo. » Il dit « Le gars qui est à côté de moi, Jean-François Jobin, il dit « J'ai l'impression que je l'ai toujours connu. Toujours connu. » Le petit gars est décédé 1 an après Charles d'une même leucémie que Charles. Ben voyons. Prêt à raconter plein d'histoires. Bon, Ginette a accouché en même temps que ma belle-sœur. Tous les deux garçons. Ginette a eu Charles, Frédéric est venu au monde. 25 ans après Charles, Frédéric est décédé d'une même leucémie que Charles. Les deux cousins. Qu'est-ce qui... tu sais, la synchronicité, les gens parlent de toutes sortes de choses comme ça. Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est la génétique? C'est un peu toutes sortes d'histoires. Mais la réalité est que on fait face à la même situation, mais malheureusement, on ne se relève pas tous de la même façon. Je dis malheureusement. Non, je ne peux pas dire malheureusement. Je pense que chacun, on a un peu un choix aussi dans notre vie. Hein. Tu sais, je pense que le deuil est lourd. Les gens ne le vivent pas tous de la même façon. Je connais des gens qui, 30 ans, 40 ans après, n'acceptent rien encore. Je te dis pas l'acceptation comme la résignation, parce qu'on se résigne plus qu'on accepte. Mais il y a une façon de faire qui nous a permis, nous, je dirais, de penser nos plaies, puis probablement de grandir aussi. Il y a une fierté en grandissant comme ça aussi. Et qu'est-ce qui l'explique, ça? Ce qui explique ça, c'est tout ce qui se passe autour. C'est 4 centres de cancérologie Charles Bruno à travers le Québec, à Sainte-Justine, à Children, à Québec, puis à Sherbrooke. Puis moi, quand je rentre là, puis que je vois la photo Charles, puis que je vois centre de cancérologie Charles Bruno, il y a une fierté. Mais quand je vois le personnel intérieur et la fierté qu'ils ont de travailler dans ces unités-là, et qu'ils ont cette capacité de transmettre le message de Charles, de l'espoir de Charles.
Parce que partout où on rentre, c'est écrit « Quand je serai grand, je serai guéri ». Alors, les enfants, malgré le lourd handicap qu'ils peuvent avoir dans leur vie, ont cet espoir-là qui est toujours au-dessus d'eux. « Quand je serai grand, je serai guéri ». Ça, cette phrase-là est arrivée comment? Écoute, il y avait 8 ans, il était au primaire, puis on a tous eu ce devoir-là un jour dans notre vie, là, illustrer ce que vous ferez quand vous serez grand, puis là, les gens dessinaient, des enfants dessinent un camion de pompier, une infirmière, un médecin, un policier, peu importe. Et puis lui, il avait juste écrit « Quand je serai grand, je serai guéri ». Nous, on avait toujours caché à Charles que c'était une maladie grave. Et puis là, le soir, on est à la maison, on reçoit un appel, c'est son professeur, puis tout ce qu'on entend, c'est « puis au téléphone ». Puis là, elle dit, ben là, je suis en train de corriger ces travaux-là, de regarder ça. Puis elle dit, c'est génial ce qui est écrit, là. Il a juste écrit ça. Puis nous, on venait de comprendre que malgré tout ce qu'on voulait lui cacher, lui, il comprenait que c'était une maladie qui était grave, mais qu'il allait être du côté combattre l'adversité. Ouais. Alors, il était prêt à se battre. Alors, tu sais, on s'est dit, ben c'est merveilleux. Et c'est devenu le slogan. Ouais. Et puis, bon, on a créé une fondation par la suite. Mais il faut savoir que moi, j'étais président de Leucan à l'époque. J'étais président de Leucan. Charles était porte-parole de Leucan. Quand il est décédé, c'était ça. Tout était autour de Leucan. Alors, quand, au moment des funérailles, le docteur Demers dit, ben on va créer un centre, c'est-à-dire on va créer une unité en hommage à Charles. Et quand on est arrivé au conseil d'administration de Leucan, c'était pas du tout dans le mandat de Leucan qui était transport, service aux familles, hébergement et camp d'été. Alors, on a très bien compris. Puis, d'un commun accord, on a créé une fondation qui s'appelait Charles Bruno, qui aurait comme seule et unique mission construire, aménager, développer un centre de cancérologie et investir en recherche. Alors, on a fait cette mission dans les 4 à Sainte-Justine, à Montréal pour enfants, on le fait au Centre Mère Enfants à Québec et on le fait au CHU de Sherbrooke. Donc, ces unités ont été créées, aménagées, développées et investissements en recherche. Maintenant, alors là, on est dans notre phase 2.0 du programme Signature en recherche et c'est plus de 60 millions que les 400 nous ont présentés. Mais tout ça en très peu de temps après le décès de Charles. Ah, ça s'est fait en 2 ans. On a créé la fondation, on a créé... et j'ai commencé à faire le tour du Québec pour vendre un projet. Et je peux te raconter que quand... on part avec notre petit baluchon, puis qu'on va frapper aux portes. Et puis d'abord, il fallait convaincre le gouvernement d'embarquer dans un projet d'un centre de cancérologie pédiatrique. Thérèse Lavoie-Roux, qui était ministre de la Santé à l'époque, nous avait dit, écoutez, je viens de fermer 4 centres hospitaliers à Montréal. Guy Laporte, Saint-Michel, Sainte-Jeanne d'Arc, puis un autre hôpital. En tout cas, il venait de fermer. Elle a dit, là, vous me demandez d'ouvrir un centre de cancérologie pédiatrique. Ben là, j'ai dit, écoutez, nous autres, on a un beau projet, toute l'histoire. Fait qu'on est parti dans ce projet-là, dans cette histoire-là, mais on s'est dit, il faut convaincre. Bâton du pèlerin, on l'a pris. Puis là, on a commencé à amasser des sous. À un moment, j'arrive, je suis invité comme conférencier pour les Chevaliers de Colomb à Québec qui avaient leur congrès. Puis là, ce sont les épouses majoritairement, pendant que les messieurs débattaient de sujets plus sérieux. Les dames étaient là pour m'écouter, mais elles sont de partout à travers le Québec. Écoute, elles sont entrées dans le projet que je leur vendais. Là. Je leur vendais un rêve. J'ai dit, moi, je vais vous raconter un rêve aujourd'hui. Je vais vous raconter le rêve de Charles. Mais j'ai dit, on se dit souvent entre nous, les adultes, arrêtons d'agir comme les enfants. Je pense qu'on aurait intérêt à les écouter, les enfants, parce que leurs rêves sont souvent quelque chose de naïf, mais quand même de tellement beau. Même si c'est intangible, il y a quelque chose. On peut apporter une âme à ça. Puis je compte sur vous pour apporter l'âme à ce projet-là. Alors là, c'est parti. Là, j'ai commencé. Puis là, j'ai été invité à aller... Il y a 52 semaines dans l'année, 50 des 52 week-ends, Ginette et moi, on est partis. Murdochville, on est allé à Gagnon, on est allé en Abitibi, on est allé à Sherbrooke. On partait, puis là, la seule condition, je disais, je veux amener mes 2 autres enfants parce que je veux qu'on soit la famille, puis qu'on profite de développer. Écoute, des soupers spaghettis, elles ont amassé 200 000 $ dans le temps de le dire, pour la fondation, qui était encore embryonnaire. Là, on commençait. Et là, j'avais, quand on est arrivé, un projet de 20 millions à la construction du premier pavillon à Sainte-Justine. 20 millions de dollars.
qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? Écoute, là, on est parti. Monsieur Chagnon venait d'acheter Télémétropole à l'époque, oui. puis qui est devenu TVA par la suite. Alors là, il m'avait dit, dans le corridor, il disait, « Ah, viens me voir si jamais tu as un projet, là, parce que je vais t'aider, je vais te... » Bon. Fait que là, je commence à y raconter. Le docteur Demers vient avec moi, on va le voir. On a un projet d'une unité Charles Bruno. Il dit au docteur Demers, « Oui, mais ça va être bon. C'est combien? C'est 600 000 $. Ça va être bon pour combien de temps? » Bien là, il dit, « J'ai aussi un projet d'un centre de cancérologie, comme il en existe aux États-Unis. » Alors là, il dit, « Montrez-moi ça. » Fait qu'il commence. Nous autres, on est allés visiter Boston et Saint Jude, Memphis, Tennessee, avec docteur Demers et M. Chagnon. Et en revenant, il dit, moi, je vais mettre 2 millions de $, puis je vais prendre l'hypothèque. Je vais prendre assurer les intérêts hypothécaires. Oh, wow. Vous me rembourserez tranquillement la balance, ce qu'on a fait. Mais il a assuré les intérêts hypothécaires. Peux-tu imaginer ce que ça coûtait pour nous, là? Ça veut dire qu'on ramassait des dons, on le donnait sur l'hypothèque, mais tu sais... Mais à ce moment-là, est-ce que le pavillon Vidéotron existait? Non, là, on a convaincu le gouvernement. Ben non, c'est là que le pavillon Vidéotron est arrivé. OK. Le premier pavillon. Wow. À Sainte-Justine? À Sainte-Justine. Fait que là, on a fait le pavillon comme ça, Vidéotron. C'était le centre de cancérologie Charles Bruno dans le pavillon Vidéotron. Puis après, on a fait le deuxième pavillon. Puis après ça, on est parti. Sherbrooke a fait une demande. Montréal pour enfants a fait une demande. Québec a fait une demande. Puis on est allé, puis on a contribué partout. Puis on a réussi à mettre cette marque, cette image qui permet à tous les enfants du Québec de s'identifier à quelque chose. Parce que, c'est drôle, parce que l'été passé, je suis à Québec et puis on a le hockey deck, le hockey ball là-bas qui est une de vos levées de fonds. Une de nos levées de fonds. Puis j'arrive, on est dans un restaurant, Ginette et moi, puis là, il y a un monsieur qui vient me voir, il dit « Merci beaucoup. » Il dit « Ma jeune fille, 19 ans, est entrée à l'hôpital, comment ça s'appelle? L'Enfant Jésus à Québec. Et puis là, ils lui apprennent qu'elle a un cancer. Puis elle se met à pleurer. Elle a 18 ans. Puis elle pleure. Puis c'est vieux. C'est un enfant Jésus. Puis tout ça aussi. Le médecin, il dit, je vais vous arranger quelque chose. On va l'envoyer chez Charles Bruno. Fait que le monsieur, il dit, à Montréal? Il dit, non, aussi à Québec. Le papa, il était tellement content. Puis là, il est arrivé. Et tu connais les soins à Québec pour l'avoir déjà visité sans aucun doute. Et puis, c'est tellement merveilleux de voir. Mais partout au Québec, c'est la même chose. Même mentalité, même style de développement, même relation. Les 4 équipes travaillent ensemble, les chercheurs travaillent ensemble, les médecins collaborent dans des cas... c'est ça qui est beau. Mais tout ça, Pierre, grâce... Tu parlais de ton bâton de pèlerin, mais... Tu es aussi chef d'antenne à TVA, un des bulletins de nouvelles les plus écoutés. C'était le plus écouté. C'est le plus écouté. J'espère que ça l'est encore. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai l'impression que consciemment ou inconsciemment, tu t'es servi de ça pour cogner aux bonnes portes. Tout à fait. Demander de l'aide. Tout à fait. J'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. Au contraire, j'aurais été un peu nono de pas le faire. Mais j'abusais pas de ça. C'était pas d'abord et avant tout ça. Et je te dirais une chose, très honnêtement, Jean-Marie, les gens m'identifiaient d'abord comme le père de Charles, plus que comme le chef d'antenne de TVA. Ben voyons donc. Ça, c'est incroyable. Partout. Ça, c'est touchant, ça. Combien de fois je me fais appeler Charles quand je vais dans des activités? Quand on est dans une activité de la Fondation, on dit « On vous présente Charles Bruno. » Écoute, je trouve ça tellement beau. Je dis « Merci. » C'est une fierté d'avoir... Puis, et comment? Écoute, moi, je veux passer dans la vie quand je serai trépassé, mais le nom de Charles restera, tu comprends? Charles, ça restera, et ces centres-là, c'est tellement bien identifié. Assurer une pérennité, tu connais, je pense que dans toutes les causes, on a ce très grand défi d'assurer la pérennité de nos causes, parce qu'on en est convaincu, on réussit à faire quelque chose de bien, pas pour nous. Le bien est maintenant pour les autres. C'est ça qui est extraordinaire. Mais en même temps, c'est que tu sais, l'émission s'appelle Porte-parole. Non seulement tu es porte-parole de la fondation qui porte le nom de ton fils, tu es un ambassadeur, tu es aussi un pèlerin, tu es une personne qui a été un influenceur ou une influenceuse bien avant le mot. Oui, c'est vrai, ça aussi, ça n'existait pas. Donc, quelque part, tu as aussi été l'ambassadeur, le porte-parole de l'espoir. Parce qu'évidemment, quand je serai grand, je serai guéri. Combien de ces jeunes enfants se récitent ça oui, comme prière? Mais quand je suis arrivé, je t'ai déjà raconté peut-être, mais
Quand je suis allé reconduire Charles, la dernière fois à Sainte-Justine, c'était 5 mars 1988. Il pleut à Sceaux, c'est un printemps pluvieux. On est à la hauteur... j'avais une Renault 5, j'avais couché le siège à côté de moi. Et puis, on est à la hauteur des Pères dominicains sur Côte-Sainte-Catherine. Puis, je suis à la lumière, au feu rouge. Puis les essuie-glaces roulent comme ça. Là. Puis là, il me regarde et il dit, papa, il dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Je dis, quoi, qu'est-ce que les gens vont dire? Il dit, moi, quand je vais être grand, je vais être guéri. Ça marche pas. Tu vas continuer, hein? Non, j'ai dit, Charles, on est ensemble. On continue ensemble. Il dit, non, toi, tu vas continuer. Je savais pas ce que ça voulait vraiment dire à ce moment-là, mais j'ai compris que c'était cette responsabilité, mais je savais pas que ça allait être une mission d'une vie. Et tu savais pas qu'il en était très conscient? Puis il en était très conscient. Wow! Il en était très conscient. Mais c'est comme s'il voulait pas que l'espoir s'éteigne là. Tu sais, il dit, les gens vont dire que je lâche. Ben non, je dis, on est ensemble, Charles, on va travailler, tu vas voir, tu vas passer encore à travers. Il dit, non, toi, tu vas continuer. Mais là, j'ai compris aujourd'hui, puis je l'accepte aujourd'hui de voir comment cette transmission, finalement, d'un message, je parlais tantôt que je suis un ambassadeur de l'espoir, mais je ne pouvais pas faire autrement. Non. J'avais comme cette obligation morale vis-à-vis de mon fils, mais cette obligation morale vis-à-vis de tous les enfants. Moi, je suis à l'époque, quand on était à Sainte-Justine, écoute, on le sait, là, il y a à peu près 1 cas par jour de cancer pédiatrique à travers le Québec. Moi, je peux te dire qu'il y avait... ça veut dire qu'il devait y avoir une dizaine de cas par semaine de diagnostiqués. Mais si tu regardes la statistique, on en perdait 5, 6 par semaine qui mouraient à Sainte-Justine. Moi, je me souviens, là, on était dans les chambres, puis à côté, là, c'est un deuil. 2 chambres plus loin, c'est un autre deuil. Puis c'est un autre deuil en avant. J'ai vécu ça, là, toute la maladie de Charles quand il était hospitalisé. C'était ça, notre réalité. Alors, cet espoir-là, je me disais, il faut l'entretenir. C'est comme mettre des bûches dans le foyer, là, puis il faut que tu gardes la flamme, puis il ne faut pas que ce soit sur la braise. Il faut que ce soit toujours une belle flamme allumée pour que tout le monde vienne s'y réchauffer et que tout le monde vienne s'y éclairer. Oui, exactement. Et qu'un jour, tu te doutais peut-être pas de ça, mais la vapeur. Tu sais, on a changé la direction. Maintenant, les cancers, à l'époque de Charles, on les guérit à 80, 85, 88 %. C'est fabuleux. Et juste avant qu'on aille à la pause, tu évoques en moi la citation qui dit « La mort met fin à la vie, mais pas à la relation ». Donc, la vie de Charles s'est terminée en 88, mais la relation que tu entretiens avec ton fils à travers tous ces fils et ces filles-là, c'est éternel. Ah, écoute, j'ai tellement de belles histoires avec des gens. Je vais te raconter ça si tu veux, après. OK. Vous êtes avec Pierre Bruno, ici Jean-Marie Lapointe, vous écoutez Porte-Parole. On se revoit dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute de l'émission Porte-Parole sur les ondes de Canal M et je suis aujourd'hui avec Pierre Bruno, ici Jean-Marie Lapointe. Pierre qui nous touche beaucoup, tu me touches profondément et c'est rare que je t'ai vu aussi ému à parler de Charles et de parler, parce que, écoute, ça fait... Peut-être en vieillissant aussi, hein? Il y a quelque chose qui reste... Non, mais en vieillissant, c'est des choses que je ne me remémore pas souvent. Ce sont des choses... Je parle plus des autres aujourd'hui. Oui. Parce qu'une fondation, et la Fondation Charles Bruno, ma plus grande fierté, c'est de voir les réussites, de voir les choses qu'on a réussi à faire. T'accompagner, toi aussi, beaucoup de jeunes dans les derniers moments de leur vie, et ça reste tellement difficile. Moi, j'ai... Mon meilleur ami, je te dirais, là, un de mes meilleurs amis, c'est le docteur Jocelyn Demers qui a traité Charles de son diagnostic au décès, qui est resté encore jusqu'à aujourd'hui, malgré ses 85 ans. C'est mon très grand ami. Fait que Jocelyn a pris sa retraite à 65 ans. Quand il a pris sa retraite, j'ai dit, Jocelyn, arrête ta barbe. Tu peux pas prendre ta retraite. Voyons, t'es au sommet de ta carrière. Tout les connaissances, t'as l'énergie pour le faire. Il dit, Pierre, il dit, je comprends ce que tu me dis, mais il dit,
vous autres, vous parlez toujours de la réussite. Il dit, moi, tous ceux qui ne marchent pas, c'est moi qui les ai. Ouais. Puis vivre tout ça, ça devient lourd. Il dit, j'en ai donné 40 ans de ma vie. Il dit, je suis plus capable. Tu sais, j'ai compris tout de suite qu'on ne peut pas demander l'impossible à tout le monde. Il y a des gens, il est allé au maximum de son talent et de ses capacités. Mais il se respecte aussi en mettant un terme à sa carrière. Ouais, c'est fabuleux, ça. Mais il est resté avec la Fondation, il est resté avec nous dans d'autres aspects, et dans des aspects recherche. Il s'intéressait toujours à cet aspect-là, mais pas véritablement dans les soins. Il en était incapable. Pendant qu'on écoutait la transition musicale, on parlait de personnes qu'on a tous les deux connues, dont Johanna Comtois, que j'ai eu le grand privilège d'accompagner, Guillaume Couture aussi. Guillaume Dufour. Guillaume Dufour, pardon. Guillaume Couture, c'en est un autre. Mais Guillaume Dufour, tu me disais, ces deux jeunes-là, ils t'ont marqué. Parce que t'es marqué, mais eux autres particulièrement. Mais parce que c'était devenu des ados, dans les deux cas. Dans le cas de Guillaume, c'était assez particulier parce que il est comme porte-parole beaucoup, ambassadeur beaucoup dans nos activités de la Fondation. Nous, chacune de nos activités, on a toujours un macaron où un enfant est identifié clairement. Et c'est lui qui est la fierté de l'événement, qui est la fierté de tous ceux qui y collaborent. Et Guillaume venait à beaucoup de nos événements, mais quand il est devenu en soins palliatifs, il restait chez lui et tout, ça n'allait plus. Et puis un jour, il dit à sa mère, à son père, il dit « Je veux parler à Pierre ». Fait que moi, je laisse toujours mon numéro de cellulaire à tous les jeunes, surtout particulièrement adolescents. Je dis « Il m'appelle ». Il m'a appelé. Il dit « J'aimerais ça que tu viennes ». Alors, bon, je suis allé le voir chez lui. Et quand je suis arrivé chez lui, il dit à ses parents, il dit, vous pouvez sortir, je veux juste parler. Puis là, il me montre sa chambre avec ses jambières de gardien, puis toutes ses histoires, puis ses beaux chandails, puis toutes ses... Parce que c'est un gardien de but lui-même, comme Charles. Puis bon, tu sais, il se retrouvait un peu dans l'image de Charles, mais toute la belle vie qu'il avait eue, tu sais. Puis il me dit, Pierre, il dit, qu'est-ce que tu as dit à Charles à la fin? Oh, j'ai dit, Guillaume, tu as 18 ans. Charles avait 12 ans. Même si je te racontais ce que j'ai raconté à Charles, ça te ferait absolument rien, mais je sais ce que je vais te dire aujourd'hui. J'ai dit, je pense, Guillaume, très honnêtement, là, on est ensemble, là, puis je dis, rappelle-toi, regarde la vie que tu as eue, là, la belle vie que tu as eue. Je dis, quand on vient au monde, on est tous sur le quai de la gare. On monte dans un train, on ne sait pas avec qui on va voyager, on ne sait pas combien de temps ce voyage va durer, on ne connaît pas les intempéries, on ne sait pas les surprises qu'on peut avoir, mais on y va, naïvement. En toute confiance, on est parti dans le train. J'ai dit, là, on est à la gare. On débarque. Mais j'ai dit, il reste un train. Celui-là, personne ne va monter avec toi. Tu y vas tout seul. Mais je me dis, puis c'est ce que j'aurais aimé dire à Charles, puis je te le dis aujourd'hui, vas-y dans le train. Vas-y avec la même naïveté que dans le premier train. Tu sais pas avec qui tu vas voyager. Tu sais pas combien de temps ça va durer. Il paraît que l'éternité, c'est long à maudit. Vas-y. Il y a personne qui est jamais venu nous raconter comment ça s'était fait, mais j'ai dit, vas-y. Ouais. Il m'a juste fait ça. Puis après son décès, sa mère m'a dit, je sais pas ce que tu lui as raconté, mais ces 2 dernières semaines ont été d'un calme incroyable. Alors, les paroles qu'on peut donner ou apporter, c'est simplement ça, tu sais. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur la vie, sur la mort, sur ce que ça peut nous apporter, ou ce que ça peut ça nous enlève beaucoup, mais ça nous apporte aussi énormément. Imagines-tu ta vie, toi, sans Charles? Sans ce que tu as connu avec Charles? Pas du tout. Pas du tout. Je suis sûr que tu parlais tantôt que ma carrière a servi. Tu sais, c'est des vases communicants. Hein, tu sais, ma carrière a été ça. Les gens ont l'impression de m'avoir toujours connu parce que Charles était un personnage public lui-même. Tu sais, c'est pas tous les enfants qui ont eu, je dirais, ce privilège ou cette chance d'être... Écoute, moi, là, quand Charles, ils m'ont demandé que Charles devienne porte-parole à l'époque, c'était la première fois qu'on montrait... Écoute, il réussissait à faire le téléthon de la paralysie cérébrale sans te montrer un paralysé cérébral à la télé. Il réussissait à faire des téléthons sans montrer les enfants malades parce que on ne voulait pas les exploiter. Puis moi, je ne voulais pas non plus ça. Je dis, on ne tombera pas là-dedans, c'est pas vrai. Tous les porte-paroles qu'on avait eus, c'était Serge Chavard, Dominique Michel, Nathalie Simard. C'était tous des gens en santé qui nous racontaient ce que les enfants vivaient.
C'était la première fois qu'on montrait un enfant chauve, malade, à la télé, qui parlait, qui exprimait. Il est devenu... tu sais, j'ai plein de vidéos de lui à des émissions avec Jeannette Bertrand, avec plein de gens parler pour parler. Il est allé partout. Il était devenu lui-même un personnage public. Alors, tu sais, j'avais pas à vendre Charles. Il était connu. Ben non. Et les gens me connaissaient, moi aussi. Donc, nos histoires étaient liées. Et quand ils m'invitaient pour aller parler, c'était vraiment... Ils connaissaient, ils avaient l'impression de nous connaître tous les deux. Je me souviendrai, j'ai fait une conférence avec Charles à Saint-Jérôme. On est allé à Saint-Jérôme une fois. C'était à l'église là-bas, tu sais, puis il y avait plein de monde dans l'église, et puis c'était beau de voir les gens. Et j'ai pas dit un mot cette soirée-là. J'ai dit, hey, je vous présente mon fils Charles. Puis là, il a commencé, il dit, hey, moi, je vais vous raconter mon histoire. Hey! Mais là, tu sais, il avait 11 ans et demi, là, il commençait. Et puis, il était... Bien, il a tenu... À la fin, je dis, ben, moi, je suis le papa de Charles. C'est tout ce que j'avais à dire. Quelle expérience, pareil! C'était une expérience. Alors, il grandissait, lui. Ben oui. Ça nourrissait, en même temps, son rêve. Quelle maturité! Oui. Mais tu sais, moi, j'associe ça souvent, mettons, la mort de maman ou les gens que j'ai accompagnés, c'est des cadeaux mal emballés, quelque part. Tu sais, moi, quand ma mère est décédée, ça m'a ouvert les yeux, par rapport à la vie, tu sais. Alors, j'ai pas le choix de te le demander, quelle sorte de cadeaux mal emballés que Charles peut représenter pour toi, mais aussi la mort de Charles. Je veux dire, c'est sûr que ça t'a transformé, là. Oui. Et t'étais jeune, en plus. C'est vrai. C'est vrai. Mais... ça m'a transformé, mais ça m'a ouvert les yeux sur la famille. Beaucoup. Tu sais, sur mes autres enfants. Moi, le moment le plus difficile, là, c'est au retour des funérailles. Tu sais, les funérailles, là, il y a beaucoup d'émotions. Tout le monde est là. Tes amis sont là. Pendant 3 jours ou 2 jours, ils viennent te voir et t'encouragent, tout ça aussi. Tu reçois beaucoup d'amour puis de soutien. Beaucoup d'amour. Mais quand tu arrives chez vous avec tes 2 enfants, tu fermes la porte. Clac. C'est là que le deuil commence. Ouais. Véritablement. Là. La solitude, là, tu vis avec. Et puis, je vois toujours ma belle Geneviève, qui avait 2 ans de moins que Charles, 10 ans, qui nous regarde. J'espère que vous allez nous aimer autant que vous avez aimé Charles. Qu'est-ce que tu veux? J'avais l'impression que on les aimait tous de façon égale. Mais la perception de Geneviève, c'était que c'est sûr qu'on allait à l'hôpital, qu'on était toujours accompagnés, puis qu'on essayait de l'y mettre. Et après, j'ai compris que je pouvais donner encore plus à Geneviève. Ça, c'est des leçons. Tu sais, quand tu parles de cadeaux, là... ben, ça en est un mal emballé, celui-là. Et puis, ça vient de ta petite puce de 10 ans qui dit « Hey... » Nous autres, on existe. Autant les personnes qui sont en train de nous quitter, particulièrement les enfants, je sais que Johanna avait ça aussi. Tu sais, Johanna Contant, elle disait, elle avait peur d'être oubliée, mais les enfants, Geneviève... Même chose, ils sont vivants, nous. Ils sont vivants, puis hey, vous n'allez pas nous oublier, allez-vous nous aimer autant, tu sais? Mais moi, j'avais dit à Johanna, tu sais, tu parles de ça... J'avais dit, Johanna, tu sais, je dis, crois-tu à ça qu'on a une âme? Elle m'a dit, ben oui. J'ai dit, moi aussi, je crois à ça. J'ai dit, je pense que quand on meurt, notre âme éclate en millions de parcelles. Puis à chaque fois que quelqu'un pense à toi, tu reviens au monde à travers ça. Ah, ça, c'est beau, ça. C'est vrai. Ça a dû lui faire du bien, ça. Mais tu sais-tu, puis c'est vrai, c'est tellement vrai. À un moment donné, tu penses, puis j'ai comme l'impression qu'ils sont avec nous. Ouais. Tous les êtres chers, tu sais, des fois, tu penses à ta mère, à ton père, à ton grand-père, tu sais, des gens que tu as plus ou moins, puis tout à coup, ils te reviennent à l'esprit, puis là, tout à coup, tu as l'impression qu'ils viennent au monde avec toi, ils reviennent. Puis moi, je crois sincèrement. Ah ouais. Je crois sincèrement. C'est des moments et c'est des élans d'amour. Tu sais, tous les moments qu'on vit ensemble aujourd'hui, Pierre, où tu nous partages avec émotion des anecdotes de Charles et avec d'autres jeunes, c'est tout l'amour qu'on aimerait leur dire, qu'on aimerait leur exprimer, qu'on n'a peut-être pas assez nommé. Et là, tu nous le partages, puis tu nous dis... Moi, en tout cas, je sais que ma rencontre avec toi, ma retrouvaille avec toi me fait réaliser à quel point c'est important de parler de la mort, de parler de la maladie, de parler de ceux qui nous ont quittés, de les garder vivants autrement. Exact.
C'est de reconnaître qu'ils ne sont pas là. Non. C'est pas essayer de créer un mausolée dans la chambre de Charles. On avait fait ça, pas un mausolée, mais quand il est décédé, la première année, toute sa chambre, on avait gardé ça un peu, des posters de hockey, son poster, ses photos. On avait comme fermé la porte. Et puis un jour, Geneviève, il était dans le sous-sol, il était bien installé, il y avait ben de l'espace. Puis un jour, Geneviève, l'année d'après, a dit, moi, j'aimerais ça aller m'installer dans cette chambre-là. Ah, c'est une bonne idée, Geneviève. Fait que là, on appelle tous ses amis à Charles, venez chercher tout ce que vous voulez dans sa chambre. On a vidé la chambre, on a repeint la chambre. Ah. Geneviève, on l'a installée là, tout ça aussi. La nuit même, on entend la petite qui remonte dans l'escalier et qui va prendre sa chambre, sa première chambre en haut. OK. Mais elle nous avait amené à libérer tout ça en bas. C'est fabuleux. Fait que, tu sais, ça vient pas juste de nous, ça vient des autres. Tu sais, quand elle disait... On existe, on est encore là, tout ça aussi. Ben, c'est une façon peut-être inconsciente de nous amener à comprendre que ça fait partie des choses qu'il faut. Puis quelques années après, on a vendu la maison, on a dit on va aller croître, grandir ailleurs. Ailleurs. On est tellement ailleurs aujourd'hui avec toi, Pierre. Je t'explique pourquoi. Parce que normalement, le concept, c'est la première demi-heure, on parle. Puis là, tu nous amènes aux fondations. Puis là, non, puis c'est sûr, mais c'est pas juste ça, c'est que la deuxième moitié de l'émission, c'est ludique. C'est-à-dire que j'ai un chapeau avec plein de questions. C'est une belle tuque que t'as. Oui, merci. C'est la tuque du défi sportif. Ben oui. Et c'est plein de questions. OK. Et absolument, c'est une demi-heure. Là, il reste 10 minutes. Aïe, écoute, donc, j'ai le tour d'éviter les questions ludiques. L'art de faire des entrevues, c'est de décider que ce qui se passe présentement, c'est meilleur que ce que tu avais prévu. Alors là, tu vas nous la lire à voix haute. Au paradis, mettons qu'il existe. Okay. Qui as-tu hâte de retrouver? Pourquoi? Je pense que c'est assez facile. Toute ma famille, parce que moi, ma mère m'avait dit, quand Charles est décédé, perdre un enfant, c'est la pire des choses. Elle avait perdu un de mes frères, 33 ans, il était décédé d'une crise cardiaque. Puis elle disait, c'est inadmissible que l'on perde un enfant avant nous. Tu sais, la logique, c'est les parents qui partent avant. Ouais. Et l'année passée encore, André Chagnon, M. Chagnon, qui avait perdu son fils, et puis Christian, qui est décédé d'un cancer lui aussi, je le voyais, on avait fait un FaceTime ensemble, puis il pleurait, puis il me disait, Pierre, toi, tu me comprends. Toi, tu sais ce que je veux te dire. Fait que toi, tu comprends que moi, là, ça ferait longtemps que j'aurais dû être parti. Puis il avait perdu une petite fille, puis il avait perdu Lucie, puis il avait perdu son fils Christian. Puis il vivait avec ça. Puis je comprends ça maintenant. J'ai 72 ans. Puis là, je vois tout ce que... Cette logique-là que les gens ont en se disant, c'est pas normal qu'on parte avant nos enfants. Mais alors, au paradis, je veux rencontrer tout ce monde-là. Et probablement que j'aurais vraiment hâte de rencontrer Jacques Brel. Je sais pas pourquoi je te parle de Jacques Brel, mais quand il disait « Ne me quitte pas », tu sais, cette chanson-là, moi, ça m'est resté. Bon, voilà, c'est fait, c'est dit. Beau. Belle anecdote, bravo. Toutes sortes de choses, hein? Bon. Oui, vas-y, amuse-toi. Une autre. Ouais. Quelle a été la plus grande surprise dans ta vie, la plus grande surprise? Mais je pense que c'était le fait que ce métier-là m'a happé la télévision, la radio, les communications. Je m'en allais pas du tout là-dedans. J'avais gagné un concours d'art oratoire. J'ai eu droit à faire un peu de radio. Tu avais étudié en psychologie. Étudié en psychologie. Mais c'est de voir comment tout ça s'est enchaîné sans que... C'est un beau cadeau de la vie. Sans que j'ai eu à frapper aux portes, à essayer de me vendre. Mais pas tant un plan de match, hein? Non. Tu sais, les plans de match... plan de match, parlons de ça au coach de hockey, puis ça marche jamais, tu sais. Fait que le plan de match, c'est beau sur papier, mais dans la réalité de la vie, tu sais, il faut faire confiance en la vie. Et moi, j'ai une confiance sans limite aux gens qui m'entourent. C'est fou. Des fois, les gens disent « Fais attention », mais fais attention. Si les gens viennent vers nous, viennent vers toi, et je leur fais confiance. Je suis pas naïf, là. Mais tu sais, je fais confiance sans limite. Si la sincérité est là, on part. Alors, la sincérité de la vie... La vie est plus agréable quand on n'est pas dans la méfiance. Hein? C'est ça. Oh my God. C'est trop facile, la méfiance, aujourd'hui. Tellement facile. Parce que, mais là, avec
je ne veux pas entrer en politique, mais Donald Trump va nous amener à la méfiance. Il faut clair. fermer les frontières, il faut avoir toutes sortes de choses. Tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'un personnage historique. Ce serait qui? Qui est-ce? Ben, j'aurais peut-être aimé être là, il y a 2000 ans, pour savoir si Jésus-Christ était vraiment, tu sais, celui dont on nous parle aujourd'hui. Parce que, tu sais, il y a une très belle histoire, mais il y a des choses, tu sais, c'est du bouche à oreille qu'on nous a raconté après. Quelle est la part de réalité? Quelle est la part... Mais je suis sûr que ça devait être un personnage assez qui a dû brasser les affaires, certainement, qui a dû, par sa sincérité, j'aimerais ça passer une journée. On recule de 2025 ans. Puis avec Jésus. C'est beau, ça. Non, mais moi, les personnages comme ça aussi, quand on regarde, c'est parce que les grands films bibliques nous présentent toujours un homme qui est au-dessus des autres, mais il ne devait pas être si au-dessus des autres s'il y avait tant de méfiance à son endroit, et puis s'il y avait aussi tant de gens qui l'admiraient. Alors, on est que dans une société comme ça, tu sais, il y a des gens qui t'admirent, puis il y a des gens qui se méfient de toi. Ouais. Tu sais, on a juste à regarder. Quand j'entendais Donald Trump dire hier, « Écoute, moi, je suis certainement un messager de Dieu, là, parce qu'il m'a protégé. Alors, on va recréer des choses. » Bon, OK. Je ne sais pas si dans 2000 ans, il y a quelqu'un qui voudra revoir la vie Rêver le rencontrer. Si tu pouvais te réveiller demain matin en ayant gagné une qualité, un talent ou un don, je dirais encore plus de tolérance. C'est drôle à dire, hein? On a je pense avoir beaucoup de tolérance, mais on est toujours avec des préjugés, on a toujours a priori une perception. Tu sais, on dit que la perception, c'est plus fort que la réalité, mais c'est encore vrai pour nous aussi. Puis dans mon métier, ça l'a été souvent, tu sais, la perception qu'on a des gens. Je disais même à mes collègues, tu sais, après l'élection de deuxième mandat de Trump, je disais, ben là, laissez-les aller. Les Américains ont choisi majoritairement, puis c'est un verdict incontestable de le réélire. Alors, laissons-le aller, puis regardons-le aller. Puis, tu vois, puis là, aujourd'hui, je viens de te faire part d'un peu de réticence, un peu de réserve, un peu d'intolérance, peut-être. Je sais pas. Peut-être. C'est un don. Soyons curieux. Soyons curieux de ce qui s'en vient, mais déjà là, d'avoir encore plus d'ouverture d'esprit et de curiosité. C'est bon, tes questions, par exemple. Merci. Le bonheur, c'est quoi pour toi? C'est tout simple, le bonheur. Je l'ai dit au moment où j'ai pris ma retraite. C'est drôle, c'est parce que ça faisait partie de la deuxième phrase. J'ai le bonheur facile. Pour moi, c'est pas compliqué, le bonheur. Si on veut bâtir un bonheur, on réussira pas. Si on capte le bonheur quand il passe, ça, tu y peux. Il fait partie de ta vie, tu le prends simplement, sans attente. Sans attente. Parce que si tu as trop d'attentes, tu t'exposes aux déceptions, hein? Quand j'étais petit, ma mère marmonnait tout le temps. Elle marmonnait tout le temps dans la maison. J'étais petit, je disais, maman, qu'est-ce que tu dis? Je marmonne. Elle dit, je dis le Notre Père. Tu sais, dans ce temps-là, moi, j'étais une famille très religieuse, puis ma mère a dit, Notre Père. Puis elle dit, je bloque souvent à pardonner-nous nos offenses comme on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Elle dit, des fois, j'en dis 7 Notre Père dans ma journée, puis des fois, j'en dis pas un parce que je bloque là. Puis, ça m'est resté en tête. Je dis, pourquoi c'est vrai? Hein? S'il y a une prière qui a été créée, puis qui a été composée pour ça, il doit y avoir quelque chose. Puis quand j'ai eu 40 ans, mes collègues à TVA m'avaient abonné au magazine Le Bel Âge. Et puis, j'avais foutu le magazine. C'était une blague, ça, ou quoi? C'est une blague. 40 ans. Fait qu'un jour, je suis à la campagne, puis j'ai plus rien à rire, puis je tombe sur le magazine. Puis là, il y a un encadré qui est la recette du bonheur. Wow. Je dis, hey, wow. OK. C'est un peu le Notre Père d'autrefois. Libère ton cœur de la haine, libère ton esprit des inquiétudes, vis simplement, donne plus, attends moins. Je répète ça tous les jours depuis mes 40 ans. Wow. Répète-la, s'il te plaît. Libère ton cœur de la haine, libère ton esprit des inquiétudes, vis simplement, donne plus, attends moins. C'est devenu mon Notre Père à moi. Ben, c'est un mantra. Ah oui! Wow! Quelle belle prière. Ouais. La dernière question ne viendra pas du chapeau. Je la pose à chacun des invités qui vient ici.
D'ailleurs, merci d'être là. Vraiment, tu me fais un beau cadeau. Tu vas compléter la phrase. Pierre Bruno, c'est 3 petits points. Pierre Bruno, c'est le 10e d'une famille qui a réussi à vivre ses rêves et ceux des autres. J'allais ajouter ceux des autres. J'ai vécu mes rêves le mieux possible. Moi, j'ai toujours espéré... Mes parents étaient âgés quand je suis venu au monde. J'ai rencontré Ginette, on était tous les deux jeunes. On avait 20 ans. On est encore ensemble 52 ans après. Ginette avait aussi des parents âgés. On a rêvé avoir des enfants jeunes pour pas les appeler, pour pas qu'on se fasse appeler grands-parents, mais plutôt des parents. Mais je me suis rendu compte que parents, ça n'avait rien à voir avec l'âge, ça a tout simplement à voir avec l'attitude, avec notre disponibilité, notre écoute envers les enfants. Et ça, c'est mon rêve. Le deuxième rêve, c'était celui de mener mes enfants dans la réussite. Premier échec, Charles n'a pas survécu, mais c'est pas un échec. Aujourd'hui, je me rends compte que ça a été un parcours différent, simplement. Et que ça, on peut en faire quelque chose et faire grandir aussi. Alors, c'était mon rêve, son rêve, et aujourd'hui, c'est le rêve des autres. Et on a une fondation qui est extraordinaire. Et mon rêve, c'est qu'un jour, on puisse la fermer, cette fondation-là, parce qu'il n'y aura plus de cancer pédiatrique et qu'on sera inutile. Pierre Bruno, c'était une heure magnifique. Merci. Merci d'avoir fait vibrer ton cœur avec le mien, puis j'espère avec toutes les personnes qui ont été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. À bientôt. Merci. Vous écoutez l'émission Porte-Parole, qui est une idée originale de Marie-Philippe Lemarbre, la musique DJM. J'aimerais remercier Philippe Lapointe, directeur à la radio ici, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion, Mathieu Tessier à la mise en onde, à la recherche, coordination, Claire Guérin, aux réseaux sociaux, Gerly Ormelet. Ici Jean-Marie Lapointe. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Porte-Parole et on se dit à très bientôt.